Bonjour tout le monde. Euh, on va voir aujourd'hui un cours sur le tonus musculaire et les réflexes spinaux. Le tonus musculaire, c'est le niveau de tension d'un muscle au repos. Le tonus musculaire dépend de l'acte myotatique réflexe ou bien de l'arc réflexe myotatique essentiellement. Qui détermine le niveau de tension musculaire. Cette activité réflexe est elle-même modulée par une facilitation ou une dysfacilitation qui est une inhibition au niveau que ce soit spinal ou et supraspinal. Donc, si supraspinal, c'est le contrôle supraspinal par le tronc cérébral essentiellement. Les réflexes médulaires ou bien spinaux sont des réactions inconscientes, involontaires et stéréotypées de l'organisme à une stimulation. Donc, on les appelle réflexes médulaires puisque la distriction de la moelle les abolit. C'est pour ça qu'on les appelle réflexes médulaires. Donc, on va voir successivement l'organisation générale de l'arc réflexe. On s'intéresse également à la classification des réflexes et on va parler également euh, des contrôles spinal des réflexes, du contrôle extraspinal des réflexes et on termine par une conclusion. Donc, l'organisation générale de l'arc réflexe, on a donc l'arc réflexe est constitué de un versant afférent, un versant réflexe, plutôt un centre réflexe et un versant efférent. Pour le versant afférent, il est constitué d'un récepteur qui reçoit le stimulus et qui permet également la traduction des stimulus, plutôt la transduction des stimulus, et une voie afférente qui transmet les excitations issues des récepteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle un versant afférent. Il y a également un centre réflexe, centre médulaire d'intégration, par la présence de connexions plus ou moins complexes entre les fibres afférentes et les fibres efférentes. Donc, c'est là, au niveau du centre réflexe, que se fait la connexion entre les fibres afférentes et les fibres efférentes par des connexions plus ou moins complexes. Il y a également un versant efférent constitué d'une voie efférente qui est le motoneurone alpha et un effecteur qui est le muscle fléchisseur ou bien extenseur, c'est les muscles striés squelettiques. Donc, voici un schéma qui montre. Voici donc l'arrivée ici du stimulus au niveau des récepteurs. Et au niveau des récepteurs s'effectue la transduction, puis puis l'information passe par une voie afférente sensitive au centre nerveux, puis une voie efférente motrice vers l'effecteur qui est le muscle et entraîne une réaction. C'est donc l'organisation générale de l'arc réflexe. On passe à la classification des réflexes. On distingue deux groupes principaux, les réflexes proprioceptifs d'étirement et les réflexes exteroceptifs de flexion. Donc, le réflexe proprioceptif d'étirement, c'est la réponse réflexe du muscle à son propre étirement. C'est comme le réflexe myotatique.
Par contre, le réflexe extéroceptif de flexion, si la réponse réflexe des muscles a un stimulus douloureux, si le réflexe ipsilatéral de flexion. On va les détailler. On commence par le réflexe myotatique. Par définition, donc, le réflexe myotatique ou réflexe à l'étirement, on l'appelle également réflexe à l'étirement, est la contraction d'un muscle consécutive à son propre allongement. Donc, le muscle se contracte secondairement à son propre allongement. Donc, c'est l'allongement du muscle entraîne la contraction de ce muscle. Mise en évidence, donc, un chat décérébré repose sur une table. Le tendon du muscle quadriceps est attaché à un myographe isométrique, tandis que le fémur est fixé rigidement à une table indépendante du myographe. Et la table peut être élevée ou abaissée par rapport au myographe de façon à relâcher ou à étirer le muscle. Donc, pour la mise en évidence, on a un chat décérébré euh, et le muscle quadriceps son tendon sera détaché puis se fixer sur un myographe. Et donc, le fémur est attaché à la table. Donc, lorsqu'on étire la table ou bien relâcher, la table soit élevé ou abaissé, on trouve, c'est-à-dire l'allongement ou bien le raccourcissement du muscle. Donc, et on trouve les résultats suivants. Donc, vous voyez, donc, lors de l'étirement du muscle, euh, donc, vous voyez ici, lorsqu'on augmente l'étirement du muscle, vous voyez le trace ici en noir. Donc, on remarque que avec l'augmentation de l'étirement, le tonus, vous voyez ici, augmente, tant que l'allongement du muscle est maintenu. Et dès l'arrêt de l'allongement, on trouve une disparition du tonus. Donc, par la suite, on fait une section du nerf du muscle. Donc, ça correspond à cette trace. Donc, on remarque que la tension diminue. Vous voyez ici que la tension est diminue. Donc, au début, euh, on fait une stimulation, plutôt on fait un allongement du muscle. Vous voyez que la tension augmente, mais on remarque qu'après section du nerf, on trouve, vous voyez la tension, c'est-à-dire elle n'est pas importante et par rapport au début lorsque le muscle est énervé. Et donc, la différence entre les tensions observées avant et après la section du nerf représente la tension due à la contraction réflexe. Donc, la différence entre les deux tensions, c'est il est dû à la contraction réflexe. Donc, les caractéristiques de ce réflexe.
Donc, premièrement, c'est un réflexe localisé, c'est-à-dire seul le muscle soumis à l'allongement se contracte. C'est un réflexe également monosynaptique qui a un temps de latence très court parce qu'il y a une seule synapse et ne présente pas de post-décharge. Donc, persiste durant toute la stimulation et disparaît à son arrêt. Donc, quand on allonge le muscle, on a une tension qui augmente. Dès qu'on arrête, donc, euh, on trouve une disparition de cette tension. Donc, il n'y a pas de post-décharge. C'est un réflexe également non fatigable, pouvant répondre à de hautes fréquences de stimulus. Quand on refait la même stimulation, on trouve le même réflexe et c'est un réflexe qui n'est pas fatigable. Donc, l'organisation des réflexes myotatiques, les récepteurs, c'est les faisceaux neuromusculaires qu'on a détaillés au cours de la somesthésie. Pour la voie afférente, c'est les axons des groupes 1A. Le centre médillaire, ces axons présentent des connexions monosynaptiques avec les motoneurones alpha. Donc, et la voie efférente, c'est les actions du motoneurone alpha euh, qui transmet l'information à l'effecteur qui est le muscle strié squelettique. Donc, comme vous voyez ici, c'est l'organisation. Vous voyez ici, c'est le faisceau neuromusculaire. Ici, c'est le muscle strié squelettique. Vous voyez lors de l'étirement, on a les fibres afférentes, fibres sensitives 1A. Vous voyez ici, donc, c'est des connexions monosynaptiques. Il y a c'est uniquement monosynaptique. Vous voyez ici, donc, une seule connexion. Et puis, le motoneurone alpha qui se termine au niveau du même muscle. Et donc, le rôle physiologique, c'est le maintien d'une position et l'activité posturale. Donc, ça permet le maintien d'une position et également l'activité posturale. Une application clinique, c'est le réflexe tendineux que vous allez les voir lors de l'examen neurologique. Donc, la percussion du tendon d'un muscle avec un marteau à réflexe provoque une brève secousse réflexe de ce muscle. Donc, elle résulte de l'allongement brusque du muscle sous l'effet de la dépression du tendon. Donc, les réflexes tendineux permettent d'explorer le fonctionnement des différents étages de la moelle épinière, à savoir, par exemple, le réflexe achillien pour la racine S1, le réflexe rotulien pour les racines L3, L2 et le réflexe tricipital pour les racines C6 et C7. Donc, c'est l'intérêt des réflexes tendineux ou bien l'intérêt clinique. Donc, comme vous voyez ici, c'est le réflexe tendineux. Ici, sur le muscle quadriceps, on fait, c'est-à-dire une percussion au niveau du tendon. Et donc, on trouve ou bien on remarque une secousse musculaire au niveau du muscle quadriceps par l'activation du faisceau neuromusculaire. Est-ce que c'est clair pour le réflexe myotatique? Est-ce qu'on passe au réflexe ipsilatéral de flexion? C'est clair? Je continue.
On passe maintenant au réflexe ipsilatéral de flexion. Par définition, le réflexe ipsilatéral de flexion, c'est la contraction réflexe simultanée des muscles fléchisseurs d'un membre consécutive à une stimulation nociceptive, piqûre, pincement, écrasement, brûlure, appliquée au tégument de ce membre. Donc, quand il y a un pincement ou bien euh, une piqûre au niveau d'un membre, ou bien au niveau des téguments d'un membre, on trouve une contraction réflexe des muscles fléchisseurs euh, de ce membre, secondaire à cette stimulation nociceptive. Mise en évidence, chez l'animal spinal, par exemple, chez un chien, si l'on pique le pied postérieur gauche de l'animal avec une aiguille, on observe un mouvement rapide de retrait des membres postérieurs gauche qui résulte de la contraction simultanée du muscle fléchisseur de la hanche, c'est le psoas et sartorius, des muscles fléchisseurs des genoux, biceps postérieur et semi-tendineux, et des muscles fléchisseurs de la cheville, muscle tibial antérieur et extenseur, long extenseur des doigts et également le long péroné. Donc, vous voyez que il y a l'activation ou bien la contraction de plusieurs muscles fléchisseurs lors de c'est-à-dire lorsqu'on pique le pied postérieur gauche. Donc, donc, vous voyez ici au schéma, donc, il y a l'activation des fibres sensitives. Par la suite, il y aura des interneurones qui vont vers les muscles fléchisseurs. Et puis, on remarque là, par l'intermédiaire de ces interneurones, c'est-à-dire ça entraîne la contraction de tous les muscles fléchisseurs et le retrait des membres pour le protéger de la stimulation nociceptive. Donc, vous remarquez également, euh, c'est la même chose, c'est toujours lors d'une stimulation c'est-à-dire une stimulation nociceptive, on trouve toujours par l'intermédiaire d'interneurones la flexion, c'est-à-dire plutôt l'activation, la stimulation de plusieurs muscles fléchisseurs et le retrait des membres. Donc, les caractéristiques de ce réflexe, il fait intervenir plusieurs groupes musculaires pour soustraire le membre à l'action des stimulus nociceptifs. Donc, il y a l'intervention de plusieurs groupes musculaires. Il est polysynaptique, c'est-à-dire un temps de latence important, donc il y a des interneurones. Il présente une post-décharge, c'est-à-dire persiste quelques secondes après le mouvement de flexion, après que le mouvement de flexion est supprimé. Donc, le contact est supprimé, le contact. Donc, après la suppression du contact, on trouve une persistance de la contraction de quelques secondes. Donc, mais ne diminue que progressivement. Donc, il persiste, la contraction persiste quelques secondes, puis diminue progressivement. Également, c'est un réflexe qui est fatigable. L'amplitude de la réponse décroît, voire disparaît lors des stimulations répétitives. Donc, c'est un réflexe qui est fatigable. Avec des stimulations successives, on remarque que ce réflexe soit diminue, soit disparaît totalement.
Donc, vous voyez ici, donc, lors d'une stimulation nociceptive, on aura une activation toujours des muscles fléchisseurs et le retrait du membre. Donc, pour l'organisation, les récepteurs, si les fibres sensitives soient cutanées ou bien musculaires, une voie afférente, si les fibres sensitives fines d'origine cutanée de type A ici, et l'ensemble des fibres sensitives d'origine musculaire, 2, 3 et 4, à l'exclusivement des fibres de groupe A. Donc, ce sont les afférences de réflexes de flexion. Le centre médulaire, on a dit qu'il est polysynaptique avec une voie efférente, ces axones des motoneurones alpha qui se terminent sur plusieurs muscles striés-squelettiques qui représentent les facteurs. Donc, vous voyez ici, donc, par exemple ici, c'est les récepteurs ou bien les nocicepteurs qui, avec une voie afférente, un centre réflexe polysynaptique avec plusieurs motoneurones qui vont vers les muscles fléchisseurs. Donc, le rôle physiologique des réflexes de protection le rôle physiologique de ce réflexe, c'est la protection. C'est surtout la protection. C'est un réflexe de protection dans la mesure où il entraîne un retrait d'un membre soumis à une stimulation douloureuse potentiellement destructrice. Donc, c'est quand il y a une stimulation douloureuse, elle entraîne un mouvement de retrait du membre et ceci grâce au réflexe ipsilatéral de flexion. Donc, voici un tableau comparatif entre le réflexe myotatique et le réflexe de flexion. Donc, comme vous voyez ici, pour l'organisation, pour le réflexe myotatique, c'est le récepteur musculaire avec innervation 1A et 2, qui est le fuseau neuromusculaire, et avec arc monosynaptique et qui intéresse surtout les muscles extenseurs. Par contre, le réflexe de flexion, c'est des récepteurs cutanés de 3 et 4 et avec un arc polysynaptique où il y a l'intervention de plusieurs interneurones et qui intervient sur ou bien qui excite ou bien qui fait la contraction des muscles fléchisseurs. Pour le caractère de la réponse, on a dit que pour le réflexe myotatique, il est localisé uniquement au niveau des muscles qui s'allongent et il est monosynaptique de latence courte et on ne trouve pas de post-décharge et il est non fatigable. Pour le réflexe de flexion, il est diffuse, polysynaptique avec une latence grande. Il y a ce qu'on appelle une post-décharge. On trouve la persistance de la contraction quelques secondes après la suppression du contact avec la stimulation. Et c'est un réflexe qui est fatigable. C'est-à-dire qu'après répétition du réflexe, on trouve que le réflexe décroît, voire disparaît. Donc, selon la nature de la réponse, pour les réflexes myotatiques, s'il s'agit d'une extension, pour le réflexe de flexion, s'il s'agit d'une flexion.
Le rôle pour le réflexe myotatique, c'est la lutte contre la pesanteur, rôle dans la posture et le tonus. Par contre, le réflexe de flexion, c'est il a un rôle de protection contre les dangers nocifs. Donc, c'est ça pour les deux types de réflexes myotatique et le réflexe de flexion.